ebele, mais à chaque fois soki likambo ezali tomona kaka molobeli na biso kaka moko ezate pas un peu flatté honorable na biso za présent awa, mais chaque fois soki likambo ezali ya bima sans ayaka ya boyoma ayaka mais tozosenga na ba oyo nyonso bazoluka kovote toza propagande ya motu te soki ya solo ye elobi koza molobeli ya komela ya Kinshasa wapi ye na ba action tomonaka bango te tozosengana molobeli na biso oyo azokotika biso te akontinue kaka kolanda biso. Commune à Kinshasa, votez tous à l'honorable Kakolongo Médard numéro 36. Madimba, Mongala, Aketi, Boyoma, Blende, Diallo, Waka, to voter. Vous trouvez ingénieur Makoucha. Kinshasa, Oyo, provinciale, Topolio. Kakolongo Médard, l'avocat du peuple. National est voté numéro 493. Na provincial est voté numéro 36. Kakolongo Médard. Komina Kine. De voté numéro combien? 36. Est-ce que vous êtes prêt à la date d'aujourd'hui dans la préparation de ce scrutin, de ce quadruple scrutin? Il y en a 4. Non, les préparatifs vont bon train. Si je vous disais que j'étais prêt aujourd'hui, ça ne serait pas la vérité. Mais je suis chaque jour plus prêt que le jour précédent. Parce que tout est mis en œuvre. Nous sommes à une étape assez avancée. Par exemple, si vous parlez en termes des acquisitions, nous avons reçu presque tout. Ce jour, par exemple, nous sommes le 8, vendredi. Il va nous rester essentiellement peut-être un seul groupe d'acquisition qui pourrait arriver dans les 3 jours qui viennent. Et ça sera, oui, dans les 3 jours qui viennent, ça sera tout. Ça sera tout. En fait, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'aurons plus de problème d'importer, des douanes, et tout ça. Tout arrive et nous commençons à dispatcher. Alors, pour que nous puissions atteindre nos objectifs, nous avons maintenant besoin de très gros moyens pour dispatcher tout cet équipement, le personnel, tout ça, en tenant compte justement de notre plan. Et quand je regarde ce plan, quand je regarde la façon dont nous évoluons, moi je reste optimiste, bien que j'entends très souvent les gens pronostiquer, dire que les élections seront reportées. J'entends ça tout le temps, mais à notre niveau, tout va très bien. Évidemment, comme je l'ai dit récemment, la logistique, c'est un grand pays. Nous sommes durant la saison de pluie. Il peut y avoir des difficultés. C'est pour ça que nous aurons besoin de moyens beaucoup plus rapides que ceux que nous utilisons généralement. Juste pour vous expliquer, à cause justement de certains aléas, nous sommes aujourd'hui obligés de tout transporter par avion affrété. On ne peut même plus penser à la voie maritime. Donc tout ça, ça vient avec une conséquence. Mais tout compte fait... Et un coût. Oui, un coût bien sûr, mais tout compte fait, nous sommes dans le bon. Mais lors des précédents scrutins, on nous a expliqué qu'il y avait des délais critiques, 60 jours pour que de Kinshasa, tout soit envoyé à destination. On n'a plus 60 jours. Est-ce que vous allez pouvoir, puisque vous dites encore que dans 3 jours, certains matériels doivent arriver, atteindre l'objectif? Il ne restera dans 3 jours qu'à peine ou un peu plus d'une semaine. Ne vous en faites pas. Nous savons que 5 ans plus tôt, les gens utilisaient d'autres méthodes, d'autres voies, d'autres astuces. Mais en ce qui nous concerne, justement, c'est pour ça que nous demandons des moyens beaucoup plus accrus pour pouvoir atteindre justement notre objectif. Je ne vais pas me fier à ce comptage de 60 jours parce que je suis
persuadé qu'il y a sur un certain nombre de choses, nous sommes en avance et il y a des choses sur lesquelles nous devons nous rattraper. Mais quand on fait l'ensemble, selon nos plans, nous sommes en mesure d'arriver à destination comme prévu. Mais comment est-ce que vous vous organisez logistiquement pour arriver à cela? Si on s'y rappelle, dans d'autres processus passés, il y avait intervention notamment de la MONUSCO et d'autres partenaires qui arrivaient à aider pour les déploiements des matériaux en province. Comment est-ce que vous vous organisez pour arriver à cela? Est-ce que vous avez les moyens logistiques nécessaires pour déployer à temps avec les délais qui restent? Vous savez, la MONUSCO intervient seulement dans 3 provinces. Ituri, Sud Kivu et Nord Kivu. Ils nous assistent là-bas, mais le gros du travail est fait par nous-mêmes. C'était le cas aussi pendant l'enrôlement des électeurs. Donc moi, je pense que vous pouvez vous référer peut-être à l'enrôlement, parce que nous avons enrôlé en 4 mois. Alors que dans le passé, parce que vous faites référence au passé, dans le passé, ça a pris beaucoup plus de temps, ça a pris parfois 1 année. Nous l'avions fait en 4 mois. Donc il y a des choses que nous apprenons des expériences passées, mais il y a aussi des innovations que nous apportons. Donc, voilà. Mais est-ce que le gouvernement vous assiste? Nous avons vu une correspondance de vous demandant les engins au gouvernement congolais, hélicoptères et avions. Est-ce que le gouvernement a répondu favorablement à votre demande? Le gouvernement nous a assistés pendant l'enrôlement des électeurs pour couvrir des zones à accès difficiles comme Tchouapa, comme peut-être Maïndombe et tout ça. Nous avons été assistés dans ce sens et nous avons renouvelé notre demande. Et il y a juste à peine 1 jour, donc nous saurons. La correspondance dont parle Osée date du 5 décembre. Oui. Est-ce que vous ne vous prenez pas en retard? Non. Demandez 4 Antonov et 10 hélicoptères à 15 jours de la date du scrutin. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que ce n'est pas une alerte qui peut inquiéter les uns? Non. La lettre vient à cette date, mais les contacts ont déjà été pris verbalement beaucoup plus tôt que ça. Donc la lettre, ce n'est qu'une formalisation de ce qui a déjà été discuté. Donc vous avez déjà une réponse favorable du gouvernement? En principe, c'est le gouvernement qui nous finance à tous les niveaux. Donc nous avons posé le problème, nous en avons parlé, ils ont demandé que nous leur communiquions le nombre d'hélicoptères voulus. Et c'est ce que nous venons de faire. Mais entre-temps, les échanges avaient déjà eu lieu. Parce que l'enjeu, c'est aussi que ces avions, ces hélicoptères ne vont pas atteindre tous les recoins du pays. Il y a des endroits, on vous a vu lors de l'enrôlement, superviser l'opération à travers le pays. Il y a des endroits où les agents de la CENI amènent du matériel à vélo, à moto, à pied, etc. Comment vous allez faire dans les délais qui vous restent pour pouvoir acheminer le matériel partout et être prêt le 20 décembre? Vous avez peut-être l'impression que tout se trouve à Kinshasa et que c'est maintenant que nous allons commencer. Tel n'est pas le cas. Nous avons déjà déployé beaucoup de matériel, surtout dans les zones à accès difficile. Il faut comprendre, notre méthodologie, c'est de servir d'abord les aires lointaines et puis servir à la fin Kinshasa, le Congo central et le Kwango. Donc tout ça, c'est quand même calculé. Ce n'est pas que, si nous demandons ces avions maintenant, c'est en ce moment-là que nous démarrons avec le dispatching, c'est pas ça. À combien de pourcents aujourd'hui vous estimez avoir déployé du matériel qui va vous servir pour je ne peux pas vous donner le pourcentage, mais je dois vous dire qu'on est très, très, très avancé. Contrairement à ce qui peut se croire, ce que les gens peuvent croire, parce que, comme je disais plus tôt, les gens pensent qu'on n'a rien fait. Quand je lis, les gens pensent même que les machines DEV dans le dispositif électronique de vote sont en train d'être fabriquées, alors que les dernières machines sont arrivées aujourd'hui. Aux côtés des machines à déployer, il y a également les problèmes de la configuration, parce qu'il faut configurer selon les régions, selon les candidatures déposées, selon les provinces. Comment est-ce que vous vous organisez? Les machines sont déployées avec les techniciens ou c'est configuré à partir de Kinshasa? Non, en fait, les machines sont positionnées dans nos antennes et la configuration se fait au niveau des antennes ou d'ailleurs même au-delà, au niveau des sites de formation en réalité. Donc on fait la configuration à ce niveau et puis la prochaine étape, ce sont les sites de vote. Donc Président, malgré que le dernier matériel est encore attendu et doit arriver dans 3 jours à partir de ce 8 décembre, nous n'avons pas à nous inquiéter.
Vous savez que ce qui va arriver le 11, c'est pour Congo central et Kinshasa. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer plus tôt. C'est-à-dire, l'avion qui est venu aujourd'hui contient les matériels que nous allons envoyer beaucoup plus loin. Déjà, en arrivant, il y a des avions qui sont déjà prêts pour acheminer ce contenu-là, ce lot-là. Alors, celui qui vient le 11, c'est autour de Kinshasa, donc ce n'est pas très compliqué. Bulletin de vote, fiche de comptage, tout cela, vous avez déjà. Le bulletin de vote, ça s'était fait depuis très longtemps. Les fiches de comptage, les PV, des résultats, c'est ce que je viens d'expliquer maintenant. Aujourd'hui, nous avons reçu un lot. Et le 11, nous recevons le dernier lot qui est, lui, destiné à Kinshasa et ses environs. Donc, c'est ça. Et je dois dire, ça peut paraître facile, mais ce n'était pas facile. Parce que ce que les gens, parfois, ne peuvent pas comprendre, c'est que les PV des résultats, de tout ce que vous avez cité là, ce n'est pas des choses qu'on fait très tôt. On le fait après, quand vous avez déjà les listes définitives des candidats pour tous les 4 scrutins. C'est seulement alors que vous pouvez maintenant établir ces documents-là. Et quand on se souvient que nous avons prolongé la réception et traitement des candidatures d'une semaine et plus tard d'une autre semaine, vous devez comprendre que c'était pour assurer l'inclusion du processus. Et maintenant, la conséquence, c'est que tout est un peu repoussé. Et maintenant, nous avons fait la commande de ces PV-là avec un certain retard parce qu'on devait accommoder tout le monde. Mais tout compte fait, on a travaillé avec beaucoup de diligence. Donc, on est à la fin de ce processus-là d'acquisition. Et ça sera, la prochaine étape, c'est juste distribuer. Et c'est distribuer en fonction des lieux de destination. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, hein, Président. On fait quoi? On croise les doigts? On fait quoi? On vous fait pleinement confiance? On fait quoi? Faites-nous confiance. On reste sur la peur? Non. Écoutez, chacun son domaine. Hein. Nous vous disons, ça, c'est ça notre travail. Et nous le faisons. Je vous ai expliqué comment on s'y prend. On ne fait pas les choses au hasard. On tient compte des contraintes qui sont les nôtres. Je vous ai dit que la contrainte de l'inclusion a fait que nous prolongions. Et ça nous met un peu le dos contre le mur. Il faut plutôt apprécier cela. Et maintenant, on doit faire plus vite qu'avant parce que nous aurons perdu 15 jours. Parce qu'en fait, c'était 8 jours et 7 jours de prolongation. Comme je l'ai dit, c'est pour accommoder les gens, accommoder les candidats. Et il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas oublier. En 2018, ils avaient à peu près 35 000 candidats pour tous les scrutins. Et cette fois-ci, en 2023, nous avons 100 000 candidats. Pour tous les scrutins. Pour tous les scrutins. 100 000 candidats, c'est la population de Seychelles, le pays, l'île de Seychelles. Ça signifie, c'est beaucoup de travail en peu de temps, avec les mêmes moyens qu'avant, le même personnel qu'avant. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Il ne faut pas qu'on soit seulement étonné du temps que ça prend. Il faut comprendre que tout a changé. Et si nous avions accéléré ou bien arrêté, selon notre calendrier, la réception des candidatures et le traitement de ces candidatures, les gens auraient crié au scandale. On nous a écarté, tout ça. Nous avons voulu l'inclusion. Maintenant, nous faisons face à la logistique. C'est notre travail, on le fait. Président Denis Kadima, on a vu quelques images des déploiements des matériels à Bunia, à Arou, déploiement effectué par la MONUSCO. J'aimerais, c'était pratiquement 6 tonnes de matériel. J'aimerais maintenant comprendre quelles sont ces contrées difficiles d'accès qui nécessitent urgemment l'intervention du gouvernement à travers ces Antonov pour vous faciliter les travaux. La MONUSCO n'a pas pu vous aider suffisamment à arriver partout? Les contrées à accès difficiles, il y en a dans toutes les provinces. Il y a des endroits où j'ai parlé de Tchouapa, c'est le plus difficile peut-être. Équateur, c'est difficile. Et au sud Kivu, c'est aussi très difficile. Il y en a un peu partout.
parfois l'accès n'est pas toujours lié à la géographie, au relief. Parfois, c'est un manque de pont. Quand vous n'avez pas de pont, vous devez faire un grand détour. Ou bien sinon, alors, si vous traversez le pont, c'est avec risque que les gens tombent et peut-être même perdent leur vie. C'est tout ça, on tient compte de tout ça. C'est pour ça que nous demandons des hélicoptères, parce qu'effectivement, le temps n'est pas en abondance. Nous demandons ces appareils-là pour être beaucoup plus rapides que nous l'aurions, que ça aurait été nécessaire si nous avions eu tout le temps de le faire comme je l'ai dit plus tôt. D'où la question, vous ne voyez pas que la demande au gouvernement de la République est arrivée tardivement? Non, je vous ai dit que pourquoi n'avoir pas anticipé? Non, les contacts ont déjà été pris. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant une certaine échéance. Voilà ce qu'il faut comprendre. On ne reçoit pas une acquisition, enfin une commande, on la reçoit et puis on dispatche. Non, on accumule et puis on envoie. Sinon, vous allez faire des va-et-vient et ça ne sera pas une bonne façon d'utiliser notre temps. Donc, on ne pouvait pas demander ces facilités-là avant que certaines opérations aient été effectuées. Donc c'est ça dans le plan logistique. Donc il faut comprendre que ce n'est pas par négligence ou bien par oubli. Non, c'est comme ça selon notre... Les déploiements vont se poursuivre jusqu'à quand? À la veille des élections ou jusqu'au jour des élections? Jusqu'au dernier jour. Parce que même partout, même si on était vraiment en avance, il y a des équipements qu'on ne livre pas avant une certaine date. Vous ne pouvez pas, par exemple, déposer les bulletins de vote la veille. Mais vous les amenez le même jour des scrutins. Je voudrais qu'on coupe court à à ce débat en obtenant la réponse. Est-ce que vous avez aujourd'hui ces hélicoptères et ces Antonov? Est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Vous dites que vous avez fait la demande le 5, formelle. Vous avez déjà pris des contacts avant. Vous allez les recevoir quand? Parce que crainte il y a, à l'heure actuelle, en RDC, il n'y a pas d'avion. Ces hélicoptères, cet Antonov, ils vont venir d'où? Ça, il faut laisser au gouvernement parce que c'est à eux que nous avons adressé cette demande. Ils vont trouver des solutions. Nous avons posé le problème. Et voilà. Au cas contraire? Non, il n'y a pas de cas contraire ici. Non, mais bon, si jamais il n'y avait pas... Non, je ne vais pas spéculer. Ça, c'est vous qui ne voulez pas spéculer, mais au regard de la situation actuelle, les aéronefs ne sont pas... Non, écoutez, nous avons écrit au président de la République. On n'a pas écrit à n'importe qui, donc il va prendre ses responsabilités. Dans les contacts avant, il vous a dit que c'était disponible? On vous avait assuré qu'il n'y aurait pas de problème de disponibilité d'aéronefs? Nous en avons parlé et nous lui avons soumis nos besoins. C'est tout ce que je peux vous dire à cette étape. Et moi, je sais que l'essentiel sera fait. Donc, s'il y a problème, si ce n'est pas possible, la faute n'incombera pas à la CENI, c'est ce que vous voulez nous faire dire, mais au président de la République ou au gouvernement? Ça, c'est une façon de voir que je ne partage pas. Pour moi, je me dis, nous avons toujours eu des relations de collaboration avec le gouvernement du pays. C'est eux qui financent ces élections à 100%. Et je vous ai dit que pendant l'enrôlement des électeurs, nous avons eu les avions de l'armée du pays. Aujourd'hui, nous leur demandons cette assistance. Je ne vois pas pourquoi je dois être négatif par rapport à ça. Monsieur Denis Kadima, est-ce que la réponse à toutes ces interrogations, ce n'est pas démystifier la date du 20 décembre? Certains candidats présidents, lors de la dernière rencontre, ont clairement exprimé le vœu de voir justement un petit glissement qui va permettre à la CENI de bien travailler et d'organiser les bonnes élections. Pourquoi vous acceptez de travailler sous cette grande pression alors que le temps est contre vous et joue contre vous, alors que vous pouvez tout simplement pousser les élections, appeler les acteurs pour, de manière consensuelle, opter pour cette option? Ça, c'est leur point de vue. Un candidat qui vous parle de nos difficultés, il faut comprendre qu'il le fait à partir de son point de vue, à partir de là où lui se situe. Moi, je vous parle, je suis en interne, je sais ce que sont nos besoins, je sais comment nous allons nous y prendre, voilà. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il faut reporter, qu'il faut nécessairement reporter. N'oubliez pas que l'une des choses que nous voulons aussi réaliser, c'est habituer les Congolais à respecter
les dates telles que prévues dans la Constitution. Et s'il y a une structure qui doit aider à ça, c'est d'abord la CENI. On a parlé de logistique, mais on n'a pas fini de parler de finances. Il y a quelque temps, c'était 270 millions, je crois. Aujourd'hui, vous êtes à jour de paiement. Financièrement, vous êtes en règle avec le gouvernement. Vous avez les moyens que vous avez demandé pour organiser ce scrutin? Écoutez, les moyens ont été reçus. Ce n'est pas la totalité, mais avec ce que nous avons, nous pouvons très bien avancer. Mais est-ce que tout cela n'arrive pas parce que vous n'avez pas reçu à temps les moyens, parce que les commandes se font sur base des financements? Vous avez commencé à vous plaindre depuis, je ne sais pas, depuis 2 ans qu'on vous a eu, par rapport à la programmation faite par la CENI. Les moyens ne suivaient pas. Jusqu'à il y a 1 mois encore, c'était la même chose, c'était 300 millions. Est-ce que tout cela, ce n'est pas la conséquence de ce financement qui n'arrivait pas au moment où la CENI l'attendait? Écoutez, à l'étape où nous sommes, je ne pense pas que c'est le moment de tirer de telles conclusions ou commencer à jeter les pierres sur une ou l'autre personne. Je pense que pour le moment, nous devons nous concentrer à réaliser l'objectif qui est le nôtre, c'est d'organiser les élections à temps. Sans doute, après les élections, il y aura des leçons que nous devons tirer pour que certaines choses soient améliorées et d'autres ne se répètent pas. Pour le moment, vous voulez porter la croix vous-même? Bon. Parce qu'il y a président, il y a des éléments à décharge de la CENI quand même. Christian Lusakun a dit dans son introduction, vous avez été investi avec 26 mois de retard, 28 mois de retard, vous avez été obligé de tout faire dans un délai très court. Tous ces éléments pouvaient vous pousser à dire, voilà, pour être réaliste, moi je pense que... Mais vous mettez tellement de pression. Écoutez, que... Moi je préfère que vous fassiez ce travail-là, c'est mieux. C'est-à-dire vous puissiez, et j'apprécie cela, que vous puissiez prendre un certain recul. Beaucoup de gens ne prennent pas de recul. Pour beaucoup de gens, quand ça ne marche pas, c'est la CENI. Quand il y a monnayage quelque part dans la file, c'est la CENI. Quand bien même nous savons que c'est comme ça que notre société est. Donc, effectivement, il y a plusieurs acteurs. Beaucoup de gens interviennent dans le processus électoral. Mais quand on accuse la CENI, moi je compte sur vous êtes des experts, vous rencontrez tout ce monde, vous avez une idée de la responsabilité. Mais moi, à cette étape, à 2 semaines à peu près des scrutins, si je commence à nommer les gens, à dire que c'est à cause de tel ou tel, je pense que ça serait pas une bonne chose. Vous préférez qu'on s'apesantisse que sur la responsabilité de la CENI? Je pense que c'est plus clair. Moi plutôt. Vous êtes libre de vous étendre et d'identifier les potentiels responsables. Mais nous prenons nos responsabilités. Vous parlez d'élections au 20 décembre. Nous entendons par élection des élections libres, justes et transparentes. Alors, question, et ça c'est le deuxième gros point. 1. Comment est-ce que l'on résout le problème des cartes d'identité? Acte électeur. Oui, des cartes d'électeurs. 2. Comment est-ce que tous les formateurs, utilisateurs des devs sont formés, identifiés? Et est-ce que toutes les préoccupations des opposants en termes de affichage, publication du calendrier, du fichier et de la cartographie est résolue? Ok. Bon, on y va point par point. Si on commence avec le dernier point, nous avons déjà commencé à afficher les listes. Nous l'avons fait. Nous avons affiché les listes. Publié, pas affiché. Affiché. Affiché sur les au centre. Oui. Donc si on va au centre, si les électeurs vont au centre où ils se sont enrôlés, ils verront leur liste. Absolument. Vous avez commencé. Pas là où ils se sont enrôlés, dans les antennes. Ah, ok. Dans les antennes. Là où ils se sont enrôlés, ça sera le jour du vote. Donc, si vous allez dans nos antennes, vous allez voir les listes définitives. Ça, c'est déjà fait. En ce qui concerne... Ce n'est pas ce que dit la loi, Président. Si. La loi dit les centres de vote.
On a eu ce problème, ce débat avec l'un des candidats, Théodore Ngoy, pour ne pas le citer. Oui. Il a dit que la CENI devait 30 jours plus tôt publier des listes provisoires dans les centres de vote. La CENI a dit les listes sont disponibles dans les antennes. Mais à partir du 5, vous étiez dans l'obligation, conformément à la loi, de 15 jours avant le jour du vote. Non, je pense qu'il y a, évidemment, c'est peut-être un problème d'interprétation. Vous savez, si nous affichons les listes des électeurs aujourd'hui, donc disons le 5, si nous avions affiché le 5 pour des scrutins qui auront lieu le 15, c'est des écoles qui fonctionnent encore. Pour la plupart, ce sont des écoles. Il y a les élèves, on va perdre toutes ces pages-là. Non. Notre compréhension, sauf si moi je me trompe, en tout cas notre compréhension, c'est que au niveau des antennes, nous affichons, et les jours des scrutins, on doit avoir devant chaque bureau de vote la liste, comme ça quand un électeur vient, il peut identifier son... Et s'il y a un problème ce jour-là, le but c'est de vérifier plutôt si j'arrive, moi, électeur, je ne vois pas. Non, la vérification est faite avec les listes provisoires. Les listes définitives ne changent plus. Mais c'est pour découvrir le bureau de vote indiqué pour l'électeur. Il vient voir son nom pour savoir où est-ce qu'il ira voter. Non. En fait... les listes provisoires sont publiées pour cela, pour que les gens voient s'il y a des fautes, pour qu'ils aient une idée de là où ils votent. Et nous avons aussi une application que nous avons développée. L'application qui a posé problème. Qui permet aux gens, du moins ceux qui ont accès à l'Internet, à identifier leur lieu d'enrôlement, de vote. D'ailleurs, nous venons de sortir la version SMS de cette même application. Donc, ceux qui n'ont pas accès au WhatsApp peuvent le faire au moyen du SMS. Donc, c'est ça. Alors, on affiche devant les bureaux de vote, et cela, c'est tout au long de la journée des scrutins. Justement, après nettoyage, après rapport des enrôlés de l'étranger et de la diaspora qui vont participer, après tout ce que vous avez fait comme processus, est-ce qu'à ce jour, on peut dire que la CENI a un fichier consolidé, constitué de combien d'électeurs? Oui, en fait, le fichier est plus ou moins dynamique. Pourquoi? Le chiffre que nous avions communiqué de 43 955 181 n'est pas resté statique. Vous savez qu'il y a des candidats qui n'étaient pas enrôlés au moment où ils venaient déposer leur dossier de candidature. Ils se font enrôler, du coup ça change le chiffre. Donc les chiffres sont tels que nous vous l'avions dit, mais en ajoutant justement des cas comme ceux-là. Justement, avoir les chiffres précis, nous sommes à 12 jours des élections, vendredi 20 décembre, de ces vendredis, arrivé au 20 décembre, ça c'est 12 jours qui nous séparent de la date prévue pour les élections. C'est quoi les nombres exacts que la CENI a dans son fichier, j'allais dire consolidé si ça existe, des nombres d'enrôlés que vous disposez? C'est 43 955 181 plus les derniers qu'on a enrôlés dont je n'ai pas les chiffres. Donc la CENI n'a pas, les présidents de la CENI n'a pas avec précision et exactitude le nombre d'enrôlés que nous disposons. Vous formulez mal la question. Je vous dis que c'est des cas assez marginaux. Il y a quelques personnes, des candidats qui se sont fait enrôler en dernière minute. Vous avez parlé de plus de 100 000 candidats qui se sont rajoutés. Combien? Vous avez parlé des 100 000 candidats que nous enregistrons dans ces processus. Tout à fait. Dans ces 100 000, il y a combien de candidats qui se sont fait enrôler? Je ne peux pas vous donner un tel chiffre quand même, par cœur. Non. Il y a des gens, tout le monde avait le droit de s'enrôler s'il ne l'était pas, pour pouvoir être candidat. C'est ce que nous avons fait. Par rapport aux presque 44 millions, c'est quand même marginal. Ce que je voulais vous dire à travers cette réponse, c'est pour vous dire que la liste ne s'est pas figée aux chiffres que nous avions communiqués à la mi-juin. Parce qu'entre-temps, il y a eu quand même ce type de cas. C'est pour vous dire que les chiffres que moi je retiens, c'est celui-là, mais il faut ajouter quelques milliers de personnes. Quand est-ce que la CENI compte faire justement la sommation pour avoir un chiffre précis?
c'est disponible. C'est moi qui n'ai pas mémorisé ça. C'est disponible. Monsieur le Président, le problème, c'est aussi, comme a dit Christian Lusokouno, la carte d'électeur qui dérange. Carte d'électeur illisible, carte d'électeur où on ne sait plus reconnaître son détenteur. Quelle solution? Nous sommes à 12 jours des scrutins. Oui. Non, ça, c'est effectivement un problème réel qui est en train d'être résolu parce que nous avons, depuis un certain temps, nous sommes en train de distribuer des cartes à ceux qui viennent aux antennes. Mais maintenant, nous allons même au-delà des antennes. Si vous prenez par exemple la ville de Kinshasa, où nous avons 12 antennes, aujourd'hui c'est étendu à 24 communes. Et on va même dans certaines communes de grandes dimensions, nous allons même ouvrir des points de distribution des cartes. Nous allons jusqu'au niveau des secteurs, graduellement, pour atteindre un plus grand nombre de gens. Certes, ça peut ne pas être assez. Dans les jours qui viennent, nous allons publier des mesures pour nous assurer que chaque électeur puisse jouir de son droit de vote. Vous avez accédé à la demande du député Paul Chilumbu qui sollicitait à ce que toute personne détenant une carte d'électeur puisse voter le jour du vote, peu importe la situation de la carte. Vous avez écrit. Il m'a écrit, mais je n'ai pas suivi. Je n'ai pas encore peut-être reçu la lettre. Mais le principe, ce n'est pas parce qu'on nous l'a dit. Le principe, c'est que toute personne enrôlée puisse voter. Avec une carte illisible ou même le QR code C'est des dispositions qui seront prises, qui seront publiées pour que, même dans ce cas-là, parce que n'oubliez pas, il n'y a pas que la carte. Pour être électeur, il faut avoir son nom sur la liste. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas que la condition d'avoir sa carte, mais il faut d'abord, d'ailleurs, la première condition, c'est d'être sur la liste des électeurs. Si quelqu'un se présente avec une carte effacée, ou bien défectueuse, on va poser quelques questions, le retrouver, il y a la photo et on va reconnaître la personne. Est-ce que l'iris suffit? Parce qu'on a pris, on a relevé l'iris de chaque électeur. Est-ce que l'iris suffit? Entendez, est-ce que dans tous les bureaux de vote, il y aura ce genre de dispositif? L'iris et les empreintes, ça c'était au moment où nous étions en train de nettoyer le fichier électoral. Ici, nous ne parlons plus du fichier électoral, nous parlons de la liste des électeurs. L'élément, à part les données alphanumériques, il y a la photo. Les éléments biométriques ne peuvent pas permettre à l'identification le jour du vote des électeurs. Non, ça serait extrêmement coûteux. Mais, Président, je reviens sur la délivrance des duplicata. Donc, d'ici au 20 décembre, si la CENI n'arrive pas à absorber tous les demandeurs des duplicata, ces derniers pourraient, avec leur carte, quoique les écrits soient effacés, se présenter au bureau de vote. J'aimerais pas mettre la charrue avant le bœuf, parce que ce qu'il y a, c'est que nous sommes en train de développer des instructions, des directives, en fait, pour notre personnel de terrain, pour prendre en charge tout le monde. Et il y a des cas de figure. Oui, c'est ça. Ouais, mais j'ai l'impression que la CENI n'a pas pris la mesure de cette affaire des duplicata, parce que ces plaintes ont commencé depuis longtemps. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Il y a, comment on dit, il y a des réseaux de criminels. Et ça, ce n'est pas seulement avec ce processus. Il y a des réseaux de criminels qui sont entrés dans cette histoire des cartes. Et nous devons faire très attention, sinon nous risquons d'aggraver le problème. Il y a plein de choses à dire sur ça, mais je ne veux pas effrayer les gens. Vous regrettez le choix de l'imprimante thermique? En fait, le choix était très bon, parce que ça nous a facilité, en termes de coûts, ça nous a facilité les choses. Mais le malheur, c'est que il y a eu cette réaction chimique dont les conséquences involontaires, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne pense pas que la technologie elle-même est mauvaise, mais je pense qu'il y a eu quand même, je ne suis pas technicien, il y a eu quand même cette faiblesse-là de la part du fabricant. Mais les techniciens relèvent que le risque était décuplé avec une imprimante thermique. Pourquoi ne pas avoir fait
comme lors des processus précédents? La crainte qu'il y avait d'abord, la crainte qu'on avait, c'est que avec la méthode passée, il fallait gérer la question de l'encre. Il y avait beaucoup d'intrants qu'il fallait avoir. Ça augmentait le coût parce qu'avec l'imprimante thermique, le coût était vraiment réduit. Parce que c'était l'un de nos soucis, c'était de réduire le coût. Mais malheureusement, et puis ce n'est pas toutes les cartes, il faut dire, parce que parfois l'impression qui se dégage, c'est comme si toutes les cartes étaient abîmées, je ne sais pas. La grande majorité. Non, c'est subjectif. Il y a même des études qui parlent des chiffres. Bon, des études qu'on ne doit pas peut-être citer pour ne pas, parce qu'on n'a pas vérifié en amont. Mais est-ce qu'on ne doit pas craindre une faible participation justement à cette élection, faible participation qui va amener un problème de légitimité? Non, bon, comme je l'ai dit, nous allons publier dans les jours qui viennent des directives assez claires pour que tout le monde puisse venir et même si vous avez une carte illisible ou vous avez un problème d'identification, on va vous prendre en charge. Est-ce que vous ne regrettez le problème de lisibilité des cartes? Pendant ces temps, les partis politiques et organisations de la société civile éprouvent d'énormes difficultés pour déployer les témoins et ceux-là qui vont surveiller les élections parce qu'il faut en amont inscrire le numéro des cartes d'électeurs dans les fiches qu'il faut remplir pour déposer à la CENI. À ces jours, ça vous estimez à combien ou c'est quoi les chiffres des accrédités pour la surveillance électorale? Non, les accréditations sont en cours. Il faut dire que les partis politiques eux-mêmes sont terriblement en retard. Et beaucoup nous ont écrit pour nous demander de prolonger. Et puis ça, c'est des choses qui se font. Disons, l'accréditation, ça se fait au niveau des secrétariats exécutifs provinciaux, au niveau des antennes. C'est vraiment très difficile pour moi de vous dire ce qu'il en est. Mais tout compte fait, il y a ce sont les antennes qui reçoivent cela. Et puis, on trouve des solutions de terrain. Revenons sur la carte de lecteur. Vous ne regrettez même pas le choix du fabricant. Vous avez dit chez nos confrères d'actualité.cd que le fabricant avait sous-traité les travaux. Est-ce que vous ne regrettez pas le choix? Ce n'est pas un problème de choix du fabricant. En fait, ce n'est même pas le fabricant. C'est lui que nous avons contracté. C'est lui qui a pris un sous-traitant. Je regrette plutôt la conséquence non voulue de ce qui est arrivé. Ça, c'est tout à fait normal. Ils ont essayé de nous compenser en termes de cartes, en termes d'imprimantes, à jet d'encre, mais ce n'est pas vraiment ça. Parce que pour ce qui est embêtant, c'est de devoir reprendre un peu ce travail au moment où nous sommes plus préoccupés par les élections. Je voudrais que vous puissiez davantage nous rassurer sur le fichier. Je ne vais pas revenir sur toute la polémique qu'il y a eu les dernières semaines, mais vous avez dit tout à l'heure que le fichier va être dynamique dans le sens où, avec les opérations en cours, il y aura peut-être le chiffre va peut-être bouger. On sait que entre l'enrôlement et le jour du scrutin, le fichier bouge dans le sens de prendre en compte le nombre des morts, le nombre de déplacés, le nombre de personnes qui, pour une raison ou une autre, ne vont pas voter, mais aller dans le sens d'augmentation du nombre d'électeurs ne donnerait-il pas raison à ceux qui disent que la délivrance des duplicata, c'est en quelque sorte un enrôlement bis? Non. En fait, nous ne donnons des cartes qu'à ceux qui étaient déjà enrôlés. Nous ne donnons pas de cartes à des personnes qui viennent nouvellement pour se faire enrôler. Il y a des personnes dont les noms étaient introuvables sur les listes et à qui on a remis des fiches qui ont refait non, là aussi c'est une erreur. Les gens n'ont pas compris. La fiche F01, c'est la fiche que nous donnons aux gens au moment de l'enrôlement. Mais quelqu'un qui a perdu sa carte, ou bien, particulièrement ceux qui ont perdu la carte, on leur donne la fiche 06. C'est une autre fiche. Nous, malheureusement, nous n'avions pas peut-être bien expliqué. Certaines personnes, j'ai entendu un politicien dire que non, mais ils reprennent l'opération. Non, on ne peut pas délivrer une carte comme ça sans que la personne n'ait rempli une fiche, et c'est une toute autre fiche. Ils craignent juste que le nombre d'enrôlés augmente. Il va pas au risque d'occasionner la fraude. Non, il n'y a pas d'enrôlement de gens
qui ne l'était pas avant. Il faut avoir été enrôlé pour qu'on vous donne un duplicata. On ne procède pas à un nouvel envoi. Sinon, on aurait utilisé un autre type de formulaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer, pour revenir au duplicata, pour rassurer les uns les autres? Je sais que la CENI a multiplié le nombre de points de délivrance des duplicata. Je sais aussi que le directeur de communication de la CENI a notamment répertorié 1500 cartes ici à Kinshasa qui attendaient que les gens puissent passer les récupérer, mais il y a encore beaucoup de demandeurs qui craignent de ne pas voter le jour J. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire solennellement aujourd'hui? C'est ce que j'ai essayé de dire plus tôt. J'ai dit ceci. D'abord, vous allez voir que nous multiplions des actions. Je vous ai parlé de l'application CENI Mobile que je vous conseille vivement d'utiliser. Ça va vous permettre de déterminer là où vous allez voter. Et si votre nom n'est pas retrouvé, il y a un formulaire que vous remplissez et ça nous permet de le traiter et de vous orienter pour que vous sachiez exactement où voter. Je l'ai dit aussi, on le fait aussi maintenant au niveau du SMS. Mais à part cela, ce que je peux dire à ce stade, c'est que nous sommes en train de finaliser des orientations que nous allons donner à notre personnel pour que toute personne qui vient se présenter pour voter, avec ou sans carte, pourvu qu'il soit sur la liste ou qu'elle ait une carte, pour que personne ne soit laissé de côté. Ça, c'est ce que nous ferons et nous sommes en train de faire. C'est vraiment très bientôt que nous allons publier cela. Ça sera compliqué. Hein. Je pense que bon, j'arrive, je dis, je suis Thierry Kambundi. Ouais. La CENI vérifie, et elle retrouve mon nom. Mais ça tombe, ce n'est pas moi. Non, il y a aussi votre photo. Ah, ok. Donc vous allez. Il y a aussi votre photo. Dans les fichiers qui. Dans la machine, ok. Dans la liste, là, sur la liste. Alors, revenons un peu à. Parce qu'on ne vous a pas entendu réagir dessus, ni vous, ni d'ailleurs M. Kazadi. Certains opposants vous attaquent en justice pour les faits que vous connaissez. Une réaction à cela? Publication des listes, publication de la cartographie des bureaux de vote qui n'a pas été fait dans les délais selon eux. Vous avez vu le document signé par 6 des 26 candidats présidents de la République. Oui, bon, je dois avouer que je n'ai pas vraiment suivi ça parce que j'évite aussi trop de m'impliquer dans des choses qui risquent de me distraire et qui risquent de me distraire par rapport à mon travail. Parce que d'autant plus qu'on n'a pas attaqué, apparemment, ce que j'ai appris, on n'a pas attaqué la CENI, mais on a attaqué le président de la CENI à titre personnel. Bon, je n'ai pas très bien suivi, mais une chose est vraie. La CENI a fait sa part. Nous avons publié, enfin, je ne sais pas si je m'en tiens à ce que vous venez de dire, les listes provisoires ont été publiées, certes avec un petit retard, mais cela a été fait. La cartographie l'a été aussi. Nous l'avons même placée sur notre site web et cela a été fait. Si quelque chose a été fait, peut-être avec des airs, en fait, avec besoin peut-être d'améliorer parce que ça n'a pas été parfaitement fait. Ça, c'est des problèmes techniques qui peuvent se poser, qui se posent dans tous les processus électoraux à travers le monde. Donc, je pense que la CENI peut... je ne vois pas qui pourrait accuser aujourd'hui la CENI d'avoir, par exemple, favorisé une aire géographique contre une autre aire, avoir abusé de son pouvoir d'organisation des élections. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet par rapport à ce genre de questions parce que je sais que même les erreurs commises, parce qu'il y en a, l'ont été de bonne foi. Donc maintenant, on va attendre que la justice se prononce. Théodore Ngoya parlait de cette histoire de cartons. Hein, c'était bien cela, les cartographies. Sur la cartographie. Des cartons que vous avez amenés lors du cadre de concertation avec les partis politiques. Il a dit que... Des mandats en pli nanti, des candidats d'imprimer pour les autres. C'est peut-être parti de là, entre autres. Nous vous avons vu
nous vous avons vu distribuer un document à chacun des candidats. C'était la cartographie. Oui, mais lui, il a dit que plutôt que de leur donner pour tous les bureaux de vote, vous avez donné à chacun par province. Conséquence, lui s'est retrouvé avec le Congo central. J'aimerais pas répondre à un candidat parce que vous savez, moi, je organise les élections. Malheureusement, je ne peux pas répondre à un candidat. Il faut peut-être formuler la question d'une façon générale comme ça. Ils font partie d'un groupe. Ils sont à 6. Non. Vous parlez de ce que nous avons fait le jour où on a reçu les candidats. On a donné à chacun, en fait, la cartographie d'une province. Symboliquement. Symboliquement, pour qu'ils aient une idée de ce qui a été fait. Et pendant ce temps, nous continuons l'impression. Parce que les gens pensent que c'est une mince affaire. C'est vraiment la géographie des cartes, des centres de vote, des bureaux de vote. Bon, et d'autre part, nous leur avons, pour qu'ils comprennent notre tâche, nous avons essayé de présenter les listes électorales dans des cartons pour qu'ils aient une idée de l'ampleur du travail. En fait, il y a une réalité. Peut-être les gens parfois s'en tiennent beaucoup à la loi. Il y a une réalité. Notre loi, peut-être, n'a pas tenu compte jusque-là de certaines évolutions. Quand la loi vous demande de publier les listes provisoires dans les antennes, d'une part, on pense que nous avons des antennes de très grande dimension, ce qui n'est pas le cas. C'est des petites maisons. Parfois, c'est presque comme des huttes. Et d'autre part, en demandant que nous publions, on ne se rend pas compte que si vous êtes à Kenge, Popo Kabaka est très loin. Donc les gens, en fait, ça n'aide pas tellement de publier tel que c'est libellé dans la loi. Et si nous devions le faire en allant jusqu'à Popo Kabaka et dans les autres territoires, ça va coûter aussi beaucoup. Moi, je pense que, évidemment, nous le faisons même à l'Internet, mais vous ne parviendrez jamais à satisfaire tout le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que la loi a certaines exigences qui ne sont pas toujours très pratiques. Et je pense que c'est parmi les choses qui devront être réformées pour qu'on fasse quelque chose de réaliste. Y a-t-il à ces jours toujours un climat d'harmonie entre la CENI et la mission d'observation électorale SENCO et CC? Vous leur avez demandé officiellement de se désolidariser des propos de l'archevêque de Kinshasa, propos qui remettaient en doute la tenue des élections dans le délai. Ils ne l'ont pas fait. Est-ce que vous êtes toujours en... Non, ils l'ont fait. Ils l'ont fait? Ils se sont désolidarisés? Mais au même moment où la question leur a été posée, ils l'ont dit. Il faut suivre attentivement. Nous avons reçu ici Monseigneur Cholet. Il ne semblait pas le dire. Et c'était Thierry qui posait la question. Il a dit, il a fait la part entre eux et Monseigneur, le cardinal. Vous êtes satisfait de cette... Donc le démenti est arrivé sur Top Congo. Oui. Ah oui. Il faut revenir à vos éléments, vous allez voir, il faut bien suivre. Non, mais ça veut dire que vous satisfaisez de cette déclaration de Monseigneur Cholet sur Top Congo? Nous ne sommes pas exigeants. Nous pensons qu'une mission d'observation doit prendre ses distances de certaines affirmations qui sont faites bien longtemps avant que le processus soit fini. Quand un prélat d'une certaine importance dit que les élections, si elles avaient lieu, elles ne seront pas transparentes et tout. Quand vous êtes associé à une mission d'observation, vous ne faites pas ce genre de choses. C'est manquer de faire usage du devoir de réserve. Mais Monseigneur Cholet avait tout simplement rappelé ici chez nous, parce que vous dites que vous êtes satisfait de ce qu'il avait dit, il a rappelé que l'archevêque de Kinshasa parle comme pasteur. Il n'engage pas la SENCO ou la mission. Il a dit beaucoup de choses. Je vous invite à aller l'écouter. J'étais dans l'émission. Monsieur le Président, justement, parlant de ce contexte de transparence du processus électoral, il y a beaucoup de choses qui sont dites par des candidats et, quant à la mission de l'observation, etc. Et aussi, vous avez promis de publier des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Certains candidats disent qu'ils ne vont se fier qu'aux résultats publiés par les observateurs. Ça risque de faire désordre au soir du 20 décembre. Oui, écoutez, c'est ça la réalité de notre pays. Beaucoup de gens n'ont pas été satisfaits
de la gestion des résultats lors des processus passés. Et nous nous retrouvons au milieu de tout cela. Nous héritons de toute la méfiance portée sur cet aspect du processus électoral. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est rassurer et nous comporter de telle façon que quand les gens voient comment la CENI travaille, qu'ils voient la bonne foi et qu'ils voient cette transparence. Moi, je suis persuadé que nous sommes jugés très durement, simplement parce que nous sommes associés aux aspects négatifs des gestions précédentes. Mais je pense que quand les gens prendront le temps de juger vraiment de notre travail, ils vont se rendre compte que nous avons fait beaucoup d'efforts. Je vais vous donner un exemple. L'enrôlement des électeurs s'est toujours fait sans qu'il y ait un quelconque intérêt ni observation par des groupes. Vous parliez de la CENCO. Eux, elles et les autres ont observé l'enrôlement et ils ont eu l'accréditation à long terme pour le faire. Nous, en tant que CENI, nous avons recommandé au Parlement, les deux chambres, de légiférer, de faire de l'observation à long terme quelque chose, en fait de légaliser cela, parce que c'était fait au gré de la CENI. Nous avons voulu qu'il y ait des observateurs parce que nous pensons que à travers leur travail, nous pouvons améliorer notre travail. Nous pouvons améliorer le nôtre. Vous parlez des résultats. Nous allons faire montre vraiment de transparence pour les résultats, par rapport aux résultats. Ils seront en effet publiés bureau de vote par bureau de vote. En fait, il y a plein de choses que nous faisons qui devraient rassurer, mais peut-être je peux dire que c'est le cas de Mutubaso Nanyoka. Il pense peut-être que... Celui qui a été mordu par un serpent. Oui. La MOE, donc la mission d'observation électorale 5 SCC, dit qu'au soir du scrutin, des scrutins, de toutes les élections, elle sera capable de détenir tous les résultats. Question, vous y croyez? Question, la CENI va nous publier les résultats quand exactement? Puisque les observateurs disent qu'ils sont capables, la CENI devrait l'être plus. Quand est-ce que vous serez capable de nous publier les résultats? Bon, je ne suis pas en compétition avec ces missions-là. Nous avons une responsabilité constitutionnelle de publier les résultats et nous allons le faire. Et je pense que ceux qui vont s'hasarder à croire aux résultats autres que ceux publiés par la CENI s'en prendront à eux-mêmes. La question, c'était quand vous allez le publier. Non, quand je ne peux pas vous dire... Parce que ce sont des machines qui peuvent être connectées. C'est vrai. Les résultats sortent instantanément. Instantanément, comme dans d'autres pays, il suffit que la machine soit connectée à Internet. La CENI, sans avoir les papiers, aura au moins les mêmes résultats, puisqu'il y a une comparaison entre le résultat papier et le résultat électronique, aura les résultats le jour même, le 20. En principe, pas peut-être tous les résultats, mais un bon nombre de résultats seront disponibles. Et n'oubliez pas que c'est une option à lever. Nous pouvons nous baser sur les résultats du DEV électronique, mais il faut toujours comprendre que ces résultats-là doivent être complétés par le comptage manuel. C'est tout ça qu'il faut évaluer. Mais effectivement, on peut déjà très tôt savoir ce que c'est. Mais est-ce que nous pouvons déjà publier? Ça, c'est des choses à évaluer. Mais le risque, excusez-moi la répétition, le risque d'être que d'autres qui auront ces résultats le publient et que si manipulation il y a de... ces autres mal intentionnés, ce soit celui qui aura parlé en premier, qui aura plus de foi que vous. Ça serait illégal si quelqu'un osait le faire, mais en même temps, cette illégalité ça ne sera pas la première fois que ça se fait. Je voyais encore en 2006 chacun sortir ses résultats. Mais à la fin du jour, ce sont les résultats de la CENI qui vont primer. La Côte d'Ivoire est un précédent fâcheux. Certains résultats sont sortis avant, d'autres sont venus après, ceux de la CENI. Il y a eu la guerre, ça s'est terminé bizarrement. Ce risque d'hécatombe, j'en parlais en début d'émission, existe.
Bon, ça ne sera pas la première fois que nous publions les résultats. Et ça ne sera pas la première fois que d'autres groupes prétendent détenir les résultats. Donc, moi, je me concentre sur ce que nous allons faire. Tout ce que nous aurons à faire, peut-être, c'est d'accélérer ce processus-là pour ne pas laisser les Congolais dans l'anxiété. Mais je peux vous dire une chose, si ces groupes que vous évoquez publient les résultats, je pense que le gros de la population attendra les résultats de la CENI. Les résultats qui seront publiés les jours, comme vous avez promis à Top Congo. En fait, vous avez déclaré sur Top Congo FM. Vous êtes rancunier, non. Quoi ça Bon, ça c'est juste un rappel. La question c'est autour du financement du processus électoral. On voit comment est-ce que la charge ne fait que s'ajouter. Déploiement des kits et autres, il faut des moyens, de gros moyens, employer de gros moyens, ce qui implique justement des mesures financières un peu plus supplémentaires de ce qui était prévu. Aujourd'hui, de manière globale, c'est quoi l'enveloppe que la CENI a demandé au gouvernement pour l'organisation des élections? Je pense que le Premier ministre a parlé récemment de tout ça. Est-ce que je dois revenir encore sur ça? Puisque c'est vous qui avez demandé, c'est vous qui formulez les cahiers des charges en termes de finances pour avoir au gouvernement. Les gens oublient que le budget de la CENI émarge au budget de l'État. C'est-à-dire, si vous voulez connaître notre budget, vous n'avez qu'à aller voir la loi budgétaire de 2022-2023 et vous verrez. Donc, une chose est vraie, nous en parlons souvent moi-même, le ministre en parle, le Premier ministre de temps en temps en parle. Nous n'avons jamais caché. Moi, j'aimerais peut-être pas, comme je l'ai dit plus tôt, j'aimerais plutôt relativiser les choses, parce que nous ne sommes pas les seuls qui consommons l'argent de l'État. Je sais que les élections, c'est très important, mais je n'aimerais pas non plus qu'il se crée une impression que nous nous servons. Les élections, en fait, sacrifient tout le reste. Donc, le budget est connu, 1,1 milliard à peu près. Les décaissements sont publiés. Parfois, nous sommes en contradiction avec les autorités financières, mais tout compte fait, moi je pense que le mérite du gouvernement, c'est que jusqu'à ce jour, c'est le gouvernement qui nous a financé à 100%. C'est bouclé ou vous allez continuer? Quand vous écoutez d'autres personnes parler de financement, c'est souvent un financement en tout cas limité dont nous pouvons nous passer. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on parle aussi de la suite du processus. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 8, à 12 jours du scrutin. Donc, Rutshuru, Masisi, c'est acquis, il n'y aura pas élection là-bas. Est-ce que vous avez déjà prévu d'organiser des élections partielles dans ces contrées? Et puis, la suite du processus prévoit aussi la tenue des élections des conseillers urbains. Ça sera fait quand? Ok, Masisi, Rutshuru et Kwamut, nous le savons tous que les conditions sécuritaires ne l'ont pas permis. La CENI s'est préparée déjà à déployer à Masisi et à Kwamut des équipes pour enrôler les électeurs, et on allait le faire très efficacement parce qu'avec beaucoup de machines et beaucoup de personnel, on l'aurait fait assez vite. Malheureusement, les autorités sécuritaires nous ont déconseillé de le faire. Et aujourd'hui, c'est carrément exclu que ces contrées puissent participer à l'élection présidentielle. Mais par contre, les autres élections, une fois qu'on les aura enrôlés, donc la population de là, une fois enrôlée, nous allons les organiser, mais beaucoup plus tard. Moi, ma dernière question, Président. Conseil urbain. Oui, conseil urbain, c'est dans le calendrier. En tout cas, je peux vous dire que après les scrutins directs, nous allons commencer avec gouverneur adjoint, vice-gouverneur plutôt, sénateur, et puis on va aller jusque... C'est dans le calendrier, je n'ai pas tout ça à cœur. Enfin, par tête, quoi. Président Kadima, ma dernière question est plutôt personnelle. Ah bon? À l'expert électoral que vous êtes, qui a fait ses preuves en international sur le continent, et c'est d'ailleurs cette raison qui a fait que vous puissiez dégager le profil qui était au-dessus d'autres candidats lors du choix qui a été fait dans la sous-composante société civile, sous confession religieuse, entre autres.
Alors, aujourd'hui, vous êtes dans votre propre pays avec ce défi des élections que vous organisez, la commission qui est mise en place en retard, etc. Une frange de la classe politique qui vous conteste. Comment comptez-vous sortir de ce processus et quelles sont vos craintes par rapport à votre CV, par rapport à votre parcours? Parce qu'il y a un risque aujourd'hui que si vous échouez, si les élections de Denis Kadima sont chaotiques, même si vous allez me dire sans effet, si vos élections sont chaotiques, que tout cela tombe comme un château de cartes. Donc comment comptez-vous sortir de ce processus et quelles sont vos craintes par rapport à tous ces éléments qui entourent l'actuel processus électoral? Bon, en fait, je ne me place pas au centre du processus. Je me considère comme un joueur, fut-il central, mais je me considère comme l'un des joueurs et je me dis que la réussite du processus électoral, en réalité, ne dépendra pas que de Denis Kadima. Elle dépendra de Denis Kadima et ses collègues au niveau de la CENI et le personnel de la CENI, mais aussi des parties prenantes au processus électoral. Je ne peux pas imaginer un processus où la CENI seule peut assurer la réussite. Et si vous voyez ce qui se passe avec nos partis politiques, peut-être ça aussi c'est quelque chose que je ne savais pas en prenant ce travail. Les partis politiques, il y en a qui ont décidé systématiquement de discréditer la CENI dès le début. Quand il y a de bonnes choses qui sont faites, ils se taisent. Quand il y a des petits ratés ici et là, ils font du bruit. Et même quand il n'y a rien, on fait toujours du bruit. Donc, c'est très difficile dans ce contexte-là, à court terme, d'être reconnu par rapport à ce qu'on aura réalisé. Mais moi, je me dis, je serais mieux jugé avec le temps. Pour le moment, on est encore dans la chaleur de l'action. La stratégie de discréditer le processus, de discréditer la CENI, de discréditer le président de la CENI est encore en marche. Et donnons seulement le temps au temps. Monsieur Denis Kadima, l'absence des observateurs européens jette-t-elle un doute sur le scrutin? Sur la transparence, est-ce qu'elle jette un doute? Bon, il y a d'autres observateurs. Hein. L'Union européenne est là. Ça aurait été bien hein, qu'ils soient là tel que c'était prévu. Mais le fait qu'ils ne soient pas là, Dieu merci, que d'autres soient encore là. Qui? Le Centre Carter est là. Ils ont d'ailleurs publié une déclaration intérimaire il y a 1 ou 2 jours. La SADC aussi. La SADC sera là. Il y a les observateurs nationaux, quoique pas toujours neutres. Il y a aussi les observateurs de l'Union africaine. Il y aura beaucoup d'autres groupes. Bien sûr, notre préférence aurait été que l'Union européenne aussi soit là parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Mais il y a eu un malentendu entre eux et le gouvernement. Bon, nous, on n'y peut rien. Problème de logistique, peut-être aussi d'organisation. Si problème il y a, quand annoncerez-vous que vous n'êtes pas en mesure de tenir la date du 20 décembre? La veille, l'avant-veille, une semaine avant? C'est une option que nous ne considérons pas. Au cas où cela arrivait quand même, jusqu'au 20, vous nous laisserez donc aller voter, même si vous savez que vous n'êtes pas prêt? Nous sommes dans la logique d'organiser les élections le 20. Nous faisons fi des... Écoutez, il y a toujours des risques dans tout ce qu'on fait. Mais nous sommes tellement concentrés sur le 20 que nous ne voulons pas considérer d'autres options parce que ça ne nous aidera pas. Parce que nous sommes très avancés pour même envisager un report. Il n'y aurait pas de honte au report. Il y en a eu de 1 an en 2005. Oui. D'une semaine en 2018, récemment d'ailleurs. Je ne suis pas Dieu, mais en tant qu'homme, je vous dis que nous sommes assez bien organisés. Si nous recevons l'assistance que nous avons demandée,
il n'y a pas de raison pour que nous ne tenions pas à notre objectif, à notre promesse. Et si vous ne la recevez pas, vous le dites quand? Je ne veux pas être négatif pour dire si nous ne recevions pas. Je recevrai ces moyens-là et on aura des élections. Merci beaucoup, Monsieur Kadima, d'avoir accepté d'être notre invité et de répondre à nos questions. Alors, l'émission en campagne a 2 usages. Le premier usage, c'est le vôtre. Les électeurs sont là. Ils ne vont pas voter pour vous. Mais ils comptent sur vous pour pouvoir voter, avoir des résultats de ce qu'ils auront mis dans les urnes. Nous vous laissons 2 minutes pour votre message à ces électeurs, qu'ils soient électeurs comme vous et nous, ou qu'ils soient candidats eux-mêmes électeurs. Dans la langue de votre choix. Ah bon, ok. Même en Chiluba? Dans la langue de votre choix. Non, bon, bande Wanabiso, Balamboka, bino nyonso boza enrôlé pour voter na mokola le 20. Le banangeza que na encouragé bino boya pour participer na scrutin na ba vote autour sala mokolo il y a le 20 mercredi le 20 décembre 2023. Et là na lingi boya eza que processus eza bino. Processus eza ya banamboka. To sala malamu boya ko voter. Bo voter muto bino moko bomoni que bolingi comme ça mutuana batwana bazo donc bakamamboka mais il faut pas boya koya, il faut boya parce que bino nde bozana décision na maboko bino nde choix na bino osala que mboka na biso ezo ba élection oyo ya malamu ezo sala que to sepeli na mikonzi na biso et que mboka et que liboso. Alors boza la décourager te beaucoup kamara mingi ba roloba ki rosala mate bona bo meseni tozola la te tongo midi pourquoi butu to rosala pour ma ponami salama. Donc tu encourager bino vraiment beau participer et za mboka na bino beaucoup de la spectateur te bino nde fo boza na décision. Et la même chose na senga ba candidat ba keza nango élection les alliés exercice démocratique ba longa te tous la peine moi patience wana to ba que soto lingi to développer culture politique démocratique il faut te rappeler un mot que mbalo muto alekanga na makasi ou bien ce qui n'a peine alekaki na makasi na continuer ko respecter to za ba mboka moko o azute tournae ekoyaka mokili ezara statique te mokili tournaka donc aux amboka na biso to lengela ngo to sala nyuso to ya na ba élection to participer comme ça to zana ba résultat moko za légitime comme ça to zana mikonzi miko otondimi et peut sepela na bango ba ko kamamboka et puis to cha bango maboko. C'est ça ce que je peux dire. Merci beaucoup. Nalinga la po le bien côté ou confirmer les biso que le 20 décembre tozo que na maponami. Il y a bongo le 20 il y a na le qui ont déjà na le bi que ba s'apprêter parce que élection au sama mukoloana et aux ala jour férié mukolane aux ala jour férié donc nous salé aux ala raison et aucune mesate donc moyen y aller mutunyo soya à voter et tout c'est planning na bato pe ba banga koza de na candidat na bomba la poste au proclamer candidat président yo oui ça bango ni na ça ba bara kenga pe naza électeur neti bango na repona pe naza grand électeur naza grand électeur donc nga wana ngana bango na mutunyo se kokani ozara moko na lingite que o ngana ko lingande ezala ya suka te et ozala trop 5 sa bisonyo so neto bimisi ba balongi. Merci à vous. J'ai dit il y avait deux choses que nous faisons. La première chose, c'est de vous laisser parler. La deuxième chose, c'est de vous offrir ceci. Ah bon? Ah bon? Voilà. Wow.
Ok. Nous faisons la promotion d'un artiste qui s'appelle Miller Lucky Longa. Voilà, c'est pour vous, en souvenir d'un passage, de votre passage ici sur Top Congo, l'émission en campagne. Merci à vous. Et bien, mais à chaque fois, ceux qui nous cambo ezali, tout le monde a kaka molobeli la biso, kaka moko, et c'était pas un peu flatté, honorable na biso za présent awa. Mais chaque fois, ceux qui nous cambo ezali, il y a Dimasan Ayaka, il y a Béoma Ayaka. Mais tout ça, là, na ba ONS, bazo luka ko voter. Tout ça propagande ya mokoté. Ceux qui a sonné lié le dit que ça molobeli ya komi la Kinshasa. Wa plie na ba action tout le monde a kabangoté. Tout ça là, molobeli la biso o azo tika biso te. A continuer kaka kolanda biso. Commune à Kinshasa, votez tous, c'est l'honorable Kakolongo Médard, numéro 36. Madimba, Mongala, Aketi, Boyoma, Pende, Diallo, Waka, to voter. C'est tout ingénieur Makoucha. Kinshasa, Oyo, provinciale, Toponio. Kakolongo Médard, l'avocat du peuple. National voté numéro 493. Na provincial voté numéro 36. Kakolongo Médard. Komina Kine. Te voté numéro combien?